Bonjour à tous. Dans le cadre de ce cours qui s'intitule Flux d'eau sur les surfaces continentales, nous allons tout d'abord introduire les concepts que nous estimons essentiels pour comprendre les grands principes physiques abordés par la suite. Pour commencer, nous allons parler des processus à l'origine des écoulements d'eau sur Terre. Ensuite, les différentes échelles d'études possibles. Puis enfin, nous donnerons quelques chiffres sur les bilans d'eau à l'échelle de la planète. Le cycle de l'eau sur Terre est principalement contrôlé par l'action du Soleil, qui par son émission de chaleur et de rayonnement, conduit à faire évaporer l'eau des océans et des continents. Cette eau à l'état gazeux va s'accumuler et se condenser sous forme de gouttelettes autour de poussière au sein des nuages. Puis, elle va retomber sous forme de précipitations à la surface des océans et des continents. Ce terme englobe toutes les formes d'eau atmosphérique qui tombent sur la surface terrestre, qu'elles soient liquides ou solides, et de toutes les tailles d'éléments, gouttelettes, gouttes, grêlons, flocons, etc. Cela constitue le point de départ des flux d'eau sur les continents. Une fois l'eau tombée au sol, une certaine proportion restée à la surface repart rapidement vers l'atmosphère par évaporation. L'essentiel du volume tombé vient se stocker dans la porosité du sol. Ce stockage est temporaire et sert à fournir aux végétaux une réserve d'eau pour leur croissance, qu'ils utilisent en transpirant. Quand il fait chaud, la quasi-totalité de la réserve d'eau du sol repart ainsi vers l'atmosphère par évapotranspiration. Quand la réserve en eau du sol arrive à saturation, soit parce que les précipitations sont très élevées, soit parce que la végétation n'utilise pas cette réserve en hiver, par exemple, les nouvelles quantités d'eau qui arrivent peuvent s'écouler. Elles s'écoulent soit de manière latérale au niveau du sol pour produire ce qu'on appelle du ruissellement, soit en descendant de manière verticale vers les réserves d'eau souterraines. Dans ce dernier cas, la percolation de l'eau vers le bas produit un flux de recharge des réserves d'eau souterraine. En ce qui concerne ce qui se passe dans le sous-sol, les flux d'eau se produisent au sein des pores ou, autrement dit, des interstices de la matrice rocheuse solide, à l'image de ce qui se passe dans le sol, mais dans une roche peu ou pas dégradée. Dans la majeure partie des cas, ces interstices sont petits, bien inférieurs au centimètre, et par conséquent inaccessibles. Ils peuvent correspondre à des fractures, des fissures interconnectées, ou bien des pores faisant partie intégrante de la constitution de la roche, par exemple les espaces entre des grains de sable. Si on creuse un trou dans le sol et le sous-sol, on finit toujours par atteindre ce qu'on appelle la zone saturée, au sein de laquelle tout l'espace des vides est rempli d'eau. C'est à cette altitude qu'on voit apparaître un niveau d'eau dans le puits, par un équilibre entre la pression d'eau dans la matrice rocheuse et celle de l'ouvrage creusé. A l'inverse, cet équilibre ne peut pas être réalisé dans la zone non saturée au-dessus, car la présence de l'air dans les pores implique des processus de capillarité qui attachent fortement l'eau à la roche. À partir du moment où la zone saturée est atteinte, l'eau se situe dans ce qu'on appelle un aquifère. C'est une notion qui englobe la roche réservoir et l'eau qui circule en son sein. Si différentes roches sont superposées, comme dans un bassin sédimentaire par exemple, on distingue l'aquifère libre, le premier rencontré depuis la surface du sol, des aquifères sous-jacents qui sont en général captifs. Pour les roches constituées de manière à ne pas laisser facilement l'eau circuler, leur perméabilité est alors très faible et on les appelle des aquitares plutôt qu'aquifères. Les écoulements de l'eau par la surface et le sous-sol se produisent en général vers le réseau hydrographique composé d'un cours d'eau principal et de ses affluents, pour ensuite couler vers les océans. Dans certains milieux arides, ce schéma est inversé, avec des flux qui s'arrêtent avant d'arriver à la mer, dans des bassins endoréiques, au sein desquels un lac central s'évapore.
Si on focalise notre attention sur un tronçon de rivière, celui-ci est alimenté en eau par plusieurs types d'écoulements. Des écoulements de surface que l'on peut voir au niveau du sol. Ceux-ci sont assez rares et sont présents essentiellement sur des revêtements urbains imperméabilisés ou sur des terrains très fortement pentus, associés à d'intenses événements pluvieux. Les écoulements dits de subsurface ou hypodermiques, qui sont des écoulements relativement rapides qui se produisent dans la zone non saturée en eau, très proche de la surface. Comme ces écoulements sont rapides et proches de la surface, on les associe au premier dans le terme de ruissellement. Les écoulements au travers de l'aquifère qui ont des dynamiques beaucoup plus lentes. C'est grâce à ces écoulements que la rivière continue à être alimentée en eau, même longtemps après un événement pluvieux. Il est important de bien avoir en tête que l'eau qui passe à un instant T en un point du réseau hydrographique est finalement un mélange de particules d'eau qui ont des histoires très différentes en fonction du chemin qu'elles ont pris. Certaines particules ont suivi des chemins rapides par ruissellement, d'autres peuvent être issues de précipitations beaucoup plus anciennes si elles sont passées par les aquifères. La contribution des différents types d'écoulements est difficile à quantifier de façon exacte, d'autant qu'une particule peut avoir ruisselé, puis s'être infiltrée sur des zones plus en plaine, avant de rejoindre finalement l'aquifère et la rivière. Compte tenu des différentes vitesses de chaque écoulement, ces contributions vont changer fortement au cours du temps. En période de basses eaux, le débit de la rivière provient essentiellement de l'écoulement souterrain, alors qu'en période de pluie et de forts écoulements, ce sont plutôt les écoulements de surface et de subsurface qui vont constituer le débit dans la rivière. Les diverses proportions de ces apports sont encore débattues au sein de la communauté scientifique. Bien entendu, certaines propriétés climatiques et géomorphologiques vont être plus propices à certains types d'écoulements. Par exemple, les pluies à forte intensité qui tombent sur des terrains moins perméables et pentus vont favoriser le ruissellement. Pour conclure sur cette partie, voici quelques éléments importants à retenir concernant les processus impliqués dans les flux d'eau sur les continents. Quand les précipitations tombent au sol, l'eau qui n'est pas évaporée rapidement est stockée de manière temporaire dans les pores du sol. Elle peut ainsi être transpirée par la végétation ou produire de l'écoulement, le plus souvent quand le sol est saturé en eau. Cet écoulement est divisé en deux parties, le ruissellement de surface ou de subsurface et la recharge des aquifères. Dans les deux cas, on retrouve ces flux d'eau dans le réseau hydrographique constitué des rivières et de leurs affluents. Les flux qui transitent au niveau de la surface sont rapides, tandis que ceux qui passent par les aquifères sont lents. Enfin, concernant justement ce qui se passe en souterrain, les flux se produisent de manière essentiellement horizontale au sein de la zone saturée, dans laquelle les pores sont remplis d'eau. Le niveau d'eau observé dans un puits peu profond correspond à l'altitude de la limite entre la zone saturée et la zone non saturée, au sein de laquelle l'eau est retenue par capillarité. Les réserves d'eau souterraine sont stockées dans des aquifères, notion qui englobe la roche, réservoir et l'eau. Les aquifères peuvent être libres quand ils sont au contact de l'atmosphère par l'intermédiaire de la zone non saturée, ou bien captifs quand ils sont plus profonds. Selon la valeur de perméabilité de ceux-ci, on peut être amené à utiliser la notion d'aquitar, qui désigne les milieux très peu perméables.